pour un esprit, un philosophe original, transversal, extraordinairement ouvert aux autres, un homme épris des chemins de traverse, qui avait un gai savoir, pour employer une expression un peu banalisée aujourd'hui, qui convenait parfaitement, me semble-t-il, au tempérament de Daniel Arras, dont le souci du plaisir, du rire, était une constante absolue. Donc ces deux-là s'entendaient parfaitement. Il était particulier d'abord par une séduction personnelle qui frappait d'emblée, et aussi par un côté rieur. Daniel était très, très bavard, très, très bavard. Mais il était aussi très solitaire. Il avait besoin d'être souvent seul avec les œuvres. Donc, il avait ces deux extrêmes en lui. Et non seulement donc il passait beaucoup de temps devant les œuvres, mais aussi beaucoup de temps devant les détails d'œuvres avec lesquels il travaillait en permanence. Bien sûr, il y a autant de lenteur que de rapidité chez lui. On n'a pas donné sa chance à Daniel Arras pour des questions qui sont complexes avant une date relativement donc mûre, en tout cas de sa propre maturité. Alors ça s'explique certainement d'une part par des raisons de maturation justement tout à fait personnelles. Dans les années 80, il a passé l'essentiel de son temps à Florence et il a fait un détour riche et heureux, je dirais, et qui a rejailli ensuite dans sa pensée par le cinéma, lorsqu'il dirigeait à Florence l'Institut français. Donc ça, c'est une première raison qu'il a détourné, tout simplement, d'écrire. Daniel Arras. J'ai passé 2 ans à faire ça. Ça a déclenché des conséquences assez importantes, aussi bien pour ma vie personnelle que pour la vie intellectuelle. Et puis, il y a d'autres raisons qui s'entremêlent. Daniel Arras était un homme qui voulait aussi ne pas rester confiné dans un milieu d'articles entre collègues. Pour toutes ces raisons, on peut parler du détour de Daniel Arras par le cinéma. Mais c'est jamais qu'une autre manière de dire les mêmes choses qu'il a dites dans un style plus scientifique ailleurs. Il n'y a absolument pas d'opposition entre les deux. Et c'est pas, surtout, ce n'était pas une transformation, un passage de l'historien de l'art à l'écrivain. Et il a continué à faire les deux en même temps. Ce sont des bulles dialogiques, mais qui insistent sur aussi l'indétermination qu'il y a dans l'interprétation. Donc il y avait ce contact avec la radio et ce goût de la radio, et d'une certaine pratique de la radio. Il aimait ça parce que précisément il y a la chaleur de la voix, il y a l'idée de pouvoir atteindre un public large. Ce qui me fascine personnellement, c'est effectivement son extrême, le terme est d'époque, grâce, ou sa sprezzatura, c'est-à-dire le fait que, alors que ça a l'air naturel, alors c'est le comble du travail. Je trouve que c'était bien d'avoir l'air de dire des banalités ou que ce soit tout simple ce qu'on a trouvé, alors c'est peut-être la part apparente d'un gros travail caché. Pour faire comprendre ce qui, à son sens, était essentiel et faisait de ces tableaux qu'il a tant aimés, quelque chose qui pouvait être une passion essentiellement commune. L'une des obsessions de la Renaissance, c'est le jeu sérieux. Serio ludere. Jouer sérieusement, c'est, je crois, une des obsessions de Daniel Arras. Vous pensez qu'il y a un lien entre ce qu'était l'art de la Renaissance et la personnalité de Daniel Arras? Oh oui, je crois que Daniel Arras, il était renaissant lui-même à certains égards, dans la mesure où il essayait de ne pas rester prisonnier d'une discipline, d'une approche. L'un des charmes de la Renaissance est que l'ensemble du savoir pouvait être encore à l'époque parcouru librement, de la médecine à la philosophie, de la théologie aux arts. Pourvu qu'on réussisse à associer une connaissance extérieure et la vision et la réflexion sur ce qu'on voit, pourvu qu'on les voit. Je crois qu'il n'y a peut-être pas de discipline plus exaltante et plus complète que l'histoire de l'art. Daniel Arras a pensé à ces choses que l'on dénomme rhétorique de la peinture. À partir d'une idée simple et forte, qui est qu'il est capital de commencer
une étude sur l'art à partir du simple regard. Regarder les œuvres. Et c'est cela le geste, sinon révolutionnaire, du moins décisif de Daniel Arras, qui est de dire « commencez par regarder ». Daniel Arras a inventé une réflexion sur le détail dans la peinture. Et ça, c'est tout simplement considérable. Et la réflexion d'histoire de l'art a insisté, dans les 30 années qui précédaient, énormément sur ce tout signifiant que représentait le tableau. Eh bien, Daniel Arras, sans évidemment rien concéder à cette unité essentielle de la peinture, a réfléchi sur le fait que cette peinture était faite de motifs, était faite de détails et que ces détails étaient signifiants. Je pense que la figure qui le marque le plus, c'est Roland Barthes. Daniel Arras. Quand je dis le peintre pense, évidemment tout le monde va dire ça, mais je tiens à le dire parce que trop souvent on opposerait l'approche théorique intellectuelle de l'historien et l'approche sensible, sentimentale, effusive, visuelle, oui mais au sens pauvre du terme, du peintre. Bien sûr le peintre a une approche visuelle, mais ça, dans cette visualité ou cette mise en visibilité, eh bien il y a une pensée théorique qui s'exprime par les relations que le peintre instaure entre les objets, les rapprochements, les éloignements, les occultations, les mises en valeur extraordinaires. Et il y a là, je crois, une sorte de défi qui est posé à l'autre façon d'appréhender les représentations que nous font du monde, et qui est le langage. Le langage est mis au défi par la représentation visuelle, et plus j'interprète avec les mots, plus j'arrive à un point où je sens que je ne peux plus rien dire, et qu'à ce moment, effectivement, je suis face à la présence irréfutable, singulière, du visuel de la peinture. C'est ça qui m'intéresse, c'est faire surgir ça autour de l'analyse de la pensée théorique que le peintre a formulée, peut-être secrètement, in petto, et certainement dans le visible de son tableau. Et la connaissance artistique et la connaissance des savoir-faire artistiques est une contribution extrêmement forte à la nourriture de ce plaisir artistique. C'est une œuvre en quelque sorte militante. C'est l'amorce, peut-être, d'une méthode qui ne sera jamais théorisée, qui peut-être n'aurait jamais été théorisée, ça on n'en saura rien. C'est une œuvre qui veut conserver une dynamique. Si Picasso était mort à l'âge où est mort Raphaël, j'ai fait mon calcul rapidement. Picasso était né en 1883. Raphaël était né en 1483. Eh bien, Picasso serait mort en 1920. Ce qui fait que certains n'ont que 37 ans, c'est-à-dire en fait 20 ans pour peindre, alors que l'autre a eu cette énorme chance de pouvoir d'être créateur jusqu'à 90 ans. Qui ont eu le bonheur de n'avoir point la maladie de Daniel Arras, qui aurait dû pouvoir développer cette pensée. Daniel Arras est mort d'une maladie dégénérative qu'il savait fatale, et qu'il y avait donc la perspective et l'ombre de la mort qui approchait. Et il est clair qu'il y a une dimension testamentaire dans cette série. Parce qu'il y a un moment où tout s'est défait très rapidement, mais il a, jusqu'à la fin, il a fait ça, cette sélection. Et prenant ces aspects si nombreux de cet homme, insistant sur le fait qu'à la fois Léonard est Léonard, c'est-à-dire une immense réussite et un immense échec, puisqu'il n'a rien achevé, en fait, il tisse humainement le lien entre ces aspects qui étaient si souvent examinés de façon séparée. Tout, à la fois, pour Léonard, se tient et tout est discontinu parce que arrêté comme s'il ne pouvait pas achever d'accomplir.